Alors, on va dire un mot de présentation globale des processus radiatifs, quelques processus radiatifs dans le cadre du système Terre, pris dans son ensemble. Donc ici, nous avons cette jolie figure du Soleil qui montre les taches solaires qui caractérisent des situations où la température des radiations solaires sont moins élevées en moyenne, hein, sachant que la température équivalente de surface du Soleil est évidemment, c'est bien connu, de 5780 Kelvin. On peut voir aussi sur cette image les mouvements convectifs du magma solaire. Il faut savoir que chaque jour, un scientifique scrute l'aspect du Soleil pour observer les taches solaires, et c'est ainsi depuis des siècles, à l'Observatoire de Paris dans le 5e arrondissement. L'observation des taches solaires et des changements dans le rayonnement solaire a commencé sous l'impulsion de l'Académie des sciences, sous le règne de Louis XIV, qui est à l'origine d'ailleurs de l'Observatoire, de sa création en 1667. Et bien sûr, comme chacun sait, le rayon du Soleil est de 695 500 km et la distance Terre-Soleil de 149 600 000 km. Alors nous avons ici un diagramme de la NOAA qui représente des variations des cycles solaires avec en abscisse les années de 1975 à 2008 environ, et en ordonnée on a l'irradiance solaire qui est exprimée en watts par mètre carré. Ce que nous appelons la constante solaire n'est en fait pas constante, et certains types de satellites sont capables de mesurer les variations de l'irradiance solaire. Le mouvement interne du Soleil a un cycle de 11 ans. Les courbes bleues de la figure correspondent à des données d'observation de taches solaires, et puis la température de surface du Soleil, on l'a déjà dit, elle est de 5780 Kelvin, et à 1366 watts par mètre carré, on observe ce qui est capturé par la Terre. La constante solaire, en fait, elle nous donne la quantité d'énergie qui touche la planète. Pour les observations des taches solaires, il y a des moments où la surface du Soleil elle est plus froide et elle émet moins. Alors, en nota bene intéressant, qui semble évident, mais que tout le monde ne sait pas toujours, la Terre était si la Terre est visible en fait depuis l'espace, évidemment, c'est parce qu'elle réfléchit la lumière du Soleil, tout simplement. Voilà, et donc là on a un diagramme qui montre le nombre moyen de taches solaires par mois depuis le 18e. C'était à l'époque mesuré en observant les émissions dans le visible. Et sur le diagramme du haut, entre 1800 et 1820, on peut voir par exemple une tendance à la réduction du nombre de taches solaires. Le Soleil avait alors une température un peu moins élevée en raison de changements dans les taches solaires, mais il y avait une éruption volcanique à un moment qui rend les choses plus compliquées à interpréter. Voilà, donc on va un petit peu là dire un mot des changements de long terme dans le réacteur solaire. Alors, quelques éléments de discussion avec cette figure qui montre le ratio avec le Soleil actuel, de la luminosité solaire, du rayon solaire et de la température solaire en fonction de l'âge du Soleil, exprimé en milliards d'années. Alors, on remarque qu'autour de moins 4,5 milliards d'années, donc d'âge de l'histoire de la Terre, la quantité de rayonnement du Soleil augmente avec le temps. Et puis, si on considère un autre phénomène intéressant, il y a plus de 4,5 milliards d'années, le Soleil était plus jeune, il avait moins d'énergie. Alors, question, serait-il possible d'avoir une Terre couverte de glace? Alors, on pense que oui, possiblement. Et le paradoxe du jeune Soleil faible, c'est le nom qui est parfois donné à la contradiction en fait qu'on peut faire entre, en premier lieu, en considérant les observations de l'eau dans un état liquide dans les débuts de l'histoire de notre planète, et le fait que la production solaire n'était alors que de 70% de la production solaire récente. Donc on note par ailleurs une diminution de 5% de la température entre 10 et 12 milliards d'années d'âge, alors que la température a été stable sur une période de 10 milliards d'années. Et on remarque qu'une modification de l'ensoleillement solaire est suffisant pour avoir un impact important et pour perturber le système en raison de la forme en fait de cet équilibre. Et par exemple les extinctions d'espèces sont une caractéristique de cela. Alors un déséquilibre peut survenir pour une cause quelconque, et si le déséquilibre est stable, alors les impacts peuvent être énormes. La notion de stabilité ici, c'est synonyme d'une approximation au premier ordre d'un phénomène qui dure longtemps.
Le paradoxe du jeune soleil faible, donc on revient là-dessus, interroge comment il a été possible donc, de passer d'une planète avec de l'eau, hein, à l'état de glace, à de l'eau à l'état de liquide de façon précoce dans l'histoire de la planète Terre, alors même, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, que dans les premiers temps de la création du système solaire, bon, le Soleil n'avait que 70% de sa production actuelle. Alors parmi une des explications possibles, c'est celle de l'effet de serre, l'atmosphère terrestre ayant possiblement contenu davantage de gaz à effet de serre au moment de sa formation que de nos jours, hein, ce qui aurait eh bien, contrebalancé la faible activité du soleil pardon, et ainsi permis la formation d'eau liquide et l'apparition de la vie sur Terre. Alors il y a d'autres hypothèses qui coexistent, dont l'effet de marée lunaire ou de phénomènes sous-marins sous la glace, on ne va pas développer ça ici. L'idée vraiment de toute façon de cette petite vidéo, c'est de donner un aperçu global. Hein. Alors ici, on a une illustration du phénomène du corps noir, hein, qui peut être représenté graphiquement comme une fonction de la longueur d'onde. Donc la figure tout en haut montre l'existence de deux domaines d'énergie avec des courbes normalisées pour les corps noirs associés. Alors le rayonnement solaire est émis dans un domaine de l'énergie qui est celui de l'ultraviolet, du visible, du rayonnement infrarouge, entre 10 à 15 microns, alors que le rayonnement terrestre est émis entièrement dans le domaine infrarouge, donc entre 0 et 0,5 microns. Un corps noir absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit et le réémet. Ce phénomène peut être exprimé comme une fonction de la température, on peut l'écrire comme indiqué, hein, E égale sigma t puissance 4, avec sigma une constante de Boltzmann. Alors le terme à droite de ce formalisme, hein, du coup, qu'on appelle l'équation de Boltzmann, représente l'énergie qui est émise par mètre carré, hein, qui est sommée sur toutes les longueurs d'onde. Cette grandeur, elle est évidemment exprimée en watts. Alors, le Soleil émet un rayonnement qu'on peut écrire E sun, c'est-à-dire énergie solaire égale sigma T solaire puissance 4, hein, T étant la température du Soleil près de la surface, et la valeur de la constante sigma de Boltzmann, c'est 5,7 fois 10 puissance moins 8 watts par mètre carré par Kelvin. Puissance moins 4, bien sûr. Si, donc ni le Soleil ni la Terre ne sont des corps noirs parfaits, évidemment, mais on peut faire l'approximation que la Terre émet un rayonnement qu'on peut aussi écrire pour sa part, comme indiqué ici, E-Earth égale sigma T Terre puissance 4. Voilà, et donc sur Terre, on ne reçoit évidemment qu'une petite partie du rayonnement solaire incident. Alors, la figure qui s'affiche maintenant présente un schéma qui compare en fait l'émission radiative d'un corps noir comme une fonction de la longueur d'onde d'un corps donné de température T1 et d'un corps de température inférieure T2. La Terre et le Soleil, ils émettent tous deux un rayonnement électromagnétique, donc des longueurs d'onde, des domaines de l'énergie, on l'a vu, assez différents. Et en fait, il y a seulement une petite partie de l'énergie solaire qui est captée par la Terre, on l'a dit, et la Terre émet ensuite de l'énergie à des longueurs d'onde plus élevées. Il y a un équilibre radiatif qui est atteint à différentes longueurs d'onde, et en fait, il est possible d'établir un budget car il représente différents types de rayonnement. Alors, cette figure illustre les différentes formes des courbes d'émission pour de l'énergie émise à différentes longueurs d'onde, précisément. Et on note que pour un corps plus froid, de température T1, le maximum d'émission est à une plus grande longueur d'onde, et l'énergie aux plus grandes longueurs d'onde, elle est inférieure à l'énergie d'un corps à la température un peu plus élevée. Donc cette idée qui est extrêmement simple en fait, expliquée avec les mains, est le principe de la loi de déplacement de Wien qui modélise en fait la relation entre la longueur d'onde qui correspond au pic d'émission lumineuse d'un corps donné et la température absolue, et qui dit que plus la température d'un corps est élevée, plus la longueur d'onde du rayonnement émis le plus intensément par ce corps est courte. Voilà, c'est très simple. Alors nous avons maintenant ici une figure extrêmement connue, très importante et aussi assez simple. On a en fait une représentation de l'équilibre énergétique qui se fait entre le rayonnement solaire incident, qui est essentiellement du rayonnement ultraviolet aux courtes longueurs d'onde, qui réchauffe la Terre, et le rayonnement sortant dans l'infrarouge thermique aux grandes longueurs d'onde qui refroidit la Terre. Donc tout ça, évidemment, ça représente le budget radiatif global de la planète Terre. Donc cet équilibre, il contrôle la température moyenne de la surface de la Terre, bien sûr. Alors on a environ un tiers du rayonnement solaire en moyenne qui est réfléchi par les nuages
Les surfaces glacées et brillantes, ça c'est l'albédo. Et puis le rayonnement solaire incident passe pour sa majeure partie à travers l'atmosphère et atteint la surface de la Terre, où une partie en fait du rayonnement est réfléchie, et la partie principale est absorbée par la surface qui est ainsi réchauffée. Une partie du rayonnement infrarouge sortant qui est émis par la Terre est absorbée par les gaz à effet de serre de l'atmosphère terrestre, et essentiellement de la vapeur d'eau et du CO2, mais pas que, et par les nuages, ce qui diminue de la sorte en fait le rayonnement thermique qui s'échappe vers l'espace, ce qui réchauffe ainsi l'atmosphère ainsi que la surface terrestre. Et après des phénomènes d'absorption et de réémission à l'intérieur de l'atmosphère, au final, on a en moyenne 60% du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre qui quitte l'atmosphère. Le rayonnement thermique sortant, il augmente avec l'augmentation de la température de surface, alors que le rayonnement solaire incident est inchangé, ce qui crée une rétroaction. Donc les températures de la surface et de l'atmosphère augmentent jusqu'à ce que les rayonnements incidents et sortants se stabilisent à l'équilibre. Le budget radiatif global de la Terre, il dépend de la température, et l'unité est bien évidemment le watt par mètre carré. Voilà, donc là, on a une équation globale très simplifiée, qui contient beaucoup d'informations à propos de la complexité qui est en jeu. Je ne vais pas du tout entrer dans le détail ici. Bon, on peut dire que la partie gauche de l'équation représente l'énergie stockée dans l'océan, elle est presque toujours à l'équilibre. Alors, dans quelle mesure est-ce que cet équilibre est stable? Bon, avec un albédo de 30% environ en général, mais ça a changé au cours des climats du passé. Ce qui est absorbé n'est pas exactement égal à ce qui est réémis, et donc localement on n'est pas à l'équilibre. Bon. Ici, l'idée, c'est pas du tout d'entrer dans les détails, encore une fois, mais bon, pour dire un mot à propos de cette figure, qui représente le bilan radiatif au sommet de l'atmosphère, en watts par mètre carré, on peut voir les dynamiques de l'océan et de l'atmosphère, et remarquer que les températures près de l'équateur sont plus basses que ce qu'elles devraient être. Donc le fait que les températures ne soient pas assez chaudes au niveau des pôles est contrebalancé par le fait que la chaleur en excès en fait, est amenée par les dynamiques de l'océan et de l'atmosphère, qui amènent en fait le surcroît de chaleur du coup de l'équateur vers les pôles. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons dire un mot à propos de l'histoire des climats du passé. Merci et à très vite.